Est-ce qu'on ne risque pas de réchauffer justement en utilisant la clim? Bonjour Cécile Maisonneuve. Même les plus grands partisans d'une politique massive de climatisation reconnaissent qu'il y a un réchauffement. Là où ils ont une contestation, c'est plus sur la nature et l'ampleur de ce réchauffement dû aux climatiseurs. De toute façon, quand on fait un débat sur un usage énergétique, il faut faire un rapport coût-bénéfice. Alors effectivement, du côté des coûts, est-ce que ça aggrave le climat du point de vue des émissions de CO2 par le fait que c'est de l'électricité qu'on consomme? En France, non, parce qu'on a un mix électrique quasi décarboné à plus de 95%. Les deux questions qu'on pose ensuite, c'est les fluides réfrigérants qui sont utilisés dans les appareils de climatisation. Alors il se trouve qu'on est en Europe. En Europe, on aime bien les réglementations. Donc là-dessus, il y a une réglementation qui est assez strict. Et puis, en plus, c'est de la technologie, donc c'est une technologie qui évolue, et donc on est de plus en plus efficace. Donc oui, par les fluides réfrigérants, il y a un effet CO2, mais qui est maîtrisable. Et même l'Agence internationale de l'énergie, dans ses travaux, montre que grâce à la technologie, on peut grandement, mais même d'un facteur presque 10, améliorer d'ici 2050 cette techno. Alors, peut-être une amélioration possible sur la technologie, justement, sur les émissions de CO2, mais de façon très terre-à-terre, si je puis dire. Quand vous passez à côté d'un climatiseur, que vous êtes à l'extérieur, on sent que ça tourne, on sent que ça chauffe, et finalement, si on met plusieurs climatiseurs dans une même rue qui est encaissée, qui est sous des températures caniculaires, vous aurez un réchauffement. Alors là, en fait, il y a aussi pas mal d'études sur le sujet. Premier point, je pense que déjà, sur pas mal de sujets en matière d'énergie en France, il faut qu'on arrête de raisonner en tant que Parisien. Je pense qu'il y a un sujet tout à fait spécifique. Il y a quand même 2 millions de personnes qui vivent à Paris. 2 millions, mais il y a 66 millions de Français. Et Paris est une ville tout à fait spécifique en Europe et même dans le monde occidental. C'est-à-dire qu'elle a une densité de pays en développement. La densité de Paris, c'est celle de Dhaka au Bangladesh, du Caire. 20 000 habitants par kilomètre carré. Donc, à Paris, il y a un sujet. Pour le reste, ce qu'on observe sur ce réchauffement, parce qu'effectivement, un climatiseur, c'est de la chaleur que vous transformez en froid, mais vous la transportez ailleurs. Les études qui ont été faites, y compris dans des villes très climatisées, je pense en Arizona, Phoenix, 100% de clim, Tokyo, 90%, dans des quartiers très denses, il y a un effet de chaleur qui est relativement limité. Avec, je pense, un point réel mais limité, c'est ça. Réel mais limité, et qui sera en plus d'autant plus limité que ça dépend comment vous l'utilisez, ce fameux climatiseur. On a l'impression que tout le monde va se précipiter sur son climatiseur, à climatiser à 16 degrés, comme dans les centres commerciaux par exemple au Moyen-Orient, en permanence. Le sujet aujourd'hui, et là je ne parle pas évidemment du sujet spécifique des personnes vulnérables, les crèches, les écoles, les hôpitaux, les EHPAD, mais de tout un chacun, c'est comment vous faites une utilisation raisonner de la clim, ce qui est plutôt notre cas. Et là, le juge de paix, il est très simple, ça s'appelle le prix de l'électricité. Alors, avant de revenir sur le prix de l'électricité, il y a un débat sur la climatisation. Maintenant, effectivement, on politise la question. La climatisation serait devenue d'extrême droite, pour parler simple. Est-ce que c'est le cas? Et question subsidiaire, finalement, il y a un certain nombre de collectivités qui ne sont pas climatisées. Et là, on parle peu. On utilise peu une expression qu'on entend pourtant partout quand on parle de logement, qui est celui de bouilloire thermique. Donc, je reprends. D'abord, est-ce que les écoles, certains EHPAD aussi, par exemple, sont devenus des bouilloires thermiques ou pas? De toute façon, la plupart de ces bâtiments-là, aujourd'hui, il n'y a pas de règle dans le bâti qui impose, soit quand on en construit de nouveau, de la climatisation, soit il n'y a pas eu de plan de climatisation générale. Rappelons-nous quand même ce qui a été voté après la loi, après la grande canicule de 2003. Eh bien, s'agissant par exemple des EHPAD, aujourd'hui, vous aviez à l'époque 20% d'EHPAD où il y avait une salle climatisée. Aujourd'hui, c'est 80% des EHPAD. Est-ce que ça suffit? Non, je ne le pense pas. Je pense qu'on a tous visité un proche, soit malade, soit personne âgée dans un hôpital ou un EHPAD l'été. On souffre pour eux, enfin, je veux dire. Donc aujourd'hui, la question est effectivement de généraliser, parce qu'on ne peut pas dire d'un côté que les vagues de chaleur vont se multiplier, ce qui est une réalité, et il n'y a aucun suspense là-dessus, et de l'autre, dire on va continuer comme avant. Je fais un arrêt sur image sur cette question-là. Les moins de 20 ans ont du mal à comprendre, mais ont du mal à se souvenir de ce que, en tous les cas, de la polémique, du traumatisme pour certains, que fut la canicule de 2003. Or, à l'époque, il y a eu toute
toute une série, beaucoup d'encre a été dépensée et utilisée, beaucoup de salive ont été versées également pour déplorer le nombre de morts de surmortalité liée à la canicule. À l'époque, Jean-Pierre Raffarin voulait sucrer un jour de travail, un jour de vacances pour pouvoir pour pouvoir instaurer une journée de solidarité. Or, ce qui paraît quand même la base, c'est de savoir justement de climatiser les structures où on accueille les personnes âgées qui ont été le plus touchées par cette surmortalité. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, il y a 80%, on a augmenté le nombre de salles climatisées, mais vous êtes en train de me dire que parfois dans certains EHPAD, il n'y a qu'une salle qui est climatisée, c'est ça ? Aujourd'hui, c'est le cas, effectivement, c'est le cas. En fait, effectivement, 15 000 morts, la surmortalité de 2003, c'est quand même énorme. Beaucoup de personnes âgées, et encore une fois, il suffisait d'aller rendre visite à des personnes âgées à l'époque dans les EHPAD. Le personnel vous le disait, qu'il mourait vraiment à grande échelle. Donc c'était très impressionnant et moi je garde un souvenir très vif de cette période. Et il y a eu le plan canicule qui a été déployé depuis, qui comportait plusieurs éléments, de l'alerte, etc. Alors il n'a pas si mal fonctionné au sens où quand vous regardez la surmortalité récente notamment des personnes âgées par rapport aux vagues de chaleur qui sont multipliées, on n'est pas retomber dans de tels chiffres. En même temps, on n'a pas eu non plus, à l'époque, je crois que c'était 13 ou 14 jours de canicule, avec notamment des nuits extrêmement chaudes. Donc effectivement, à l'époque, il n'y a pas eu de grande plan de climatisation. Et de même, ni dans les écoles, ni encore une fois dans les crèches. Donc aujourd'hui, on sait, qu'on a des technologies qui sont plutôt beaucoup plus efficaces, parce que s'il y a quelque chose dans lequel, pour le coup, on est plutôt bon en Europe et en France, c'est qu'on sait être très efficace sur le plan énergétique. On est très bon là-dessus. Donc, voilà. Et puis, aujourd'hui, le sujet, évidemment, c'est qu'on est dans un pays qui vieillit. On le sait aussi. Donc, est-ce qu'on va se contenter des mesures actuelles, alors que manifestement, il va falloir s'adapter à cette nouvelle donne? Précisément, quelle est la proportion aujourd'hui des logements et des bâtiments qui ont des systèmes de climatisation ? Alors, vous avez plusieurs chiffres qui circulent. Si on parle d'une climatisation fixe, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans votre bâti, c'est 4%. Donc ça représente 4% de climatisation comme ici, ce studio où on se trouve. Exactement. Donc là, on est dans le résidentiel et dans le tertiaire. Ça représente 6 TWh de consommation électrique sur 450 en 2024. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Si vous parlez après des petits climatiseurs qu'on achète tous en catastrophe à l'aube des vagues de chaleur, là, il faut se dépêcher parce qu'on n'en a plus même dans les grandes surfaces, dans les magasins. Il faut vraiment les retrouver dans les endroits au fond du magasin. Effectivement. Et là c'est entre 18 et 22% des logements qui sont équipés. Donc c'est un taux d'équipement particulièrement faible, y compris par rapport à nos voisins européens. Il n'y a pas besoin d'aller comparer avec Singapour. En France, il y a une culture, un blocage sur la climatisation. On trouve normal de réfrigérer des aliments. On trouve normal de chauffer quand on a froid, mais pas de se refroidir quand on a chaud. On dit que tout a été mis sur le chauffage et pas le refroidissement. C'est vraiment le cas ? C'est effectivement... Ces chiffres, en tous les cas, l'attestent, apparemment. Aujourd'hui, même dans les réglementations aujourd'hui, quand vous construisez de nouveaux bâtiments, si vous voulez mettre une pompe à chaleur réversible, c'est-à-dire qui produit du chaud l'hiver et du froid l'été, c'est pas autorisé. Donc ces projets-là sont bloqués. Les architectes qui proposent ça sont bloqués. Donc systématiquement... Mais ça l'est pour certains particuliers. Pardon ? Ça l'est pour certains particuliers. C'est les particuliers, après, chez vous, vous faites comme vous l'entendez, mais là, dans des logements collectifs, c'est pas possible. Donc c'est quand même assez paradoxal, puisque c'est exactement la même technologie, une pompe à chaleur, et puis ça aurait un immense avantage, c'est qu'on sait tous qu'il faut davantage électrifier le chauffage. Aujourd'hui, vous avez en France 10 à 11 millions de ménages qui se chauffent avec du gaz, et si vous aviez la possibilité de dire aux gens, écoutez, je sais qu'une pompe à chaleur c'est cher, mais non seulement vous allez pouvoir vous chauffer normalement l'hiver, mais aussi vous refroidir l'été, ce serait une incitation, me semble-t-il, pour remplacer les chaudières à gaz qui, pour le coup, sont coûteuses et sur le plan environnemental
et sur le plan des importations d'énergie fossile. Toute la problématique qu'il y a sur justement recourir à cette électrification, puisque c'est quand même un point qui est évoqué notamment dans la PPE, c'est que ce coût de l'électricité risque d'être très élevé. En tous les cas, quand on regarde les tarifs actuels et quand on regarde et quand on entend les différentes polémiques qu'il y a autour de l'électrification et en tout cas, et notamment, on en parlait à l'instant avec Guillaume Roquette, de l'électricité due à l'énergie renouvelable. En fait, moi, je trouve que la seule question qui n'a pas été posée dans le débat quand même assez surréaliste qu'on a eu récemment sur la PPE, c'est à quel prix l'électricité est-ce que les ménages vont basculer leurs usages vers l'électricité. Leurs usages, c'est-à-dire rouler à l'électrique quand ils roulent aujourd'hui au fossile et se chauffer avec des pompes à chaleur quand ils utilisent un chaudière. La seule question, c'est ça. Or, aujourd'hui, ce qu'on observe depuis 10 ans, c'est que la consommation d'électricité en France, qui devrait augmenter, puisque c'est pleinement la transition énergétique. La transition énergétique, c'est augmenter l'électricité dans les usages, puisqu'elle est décarbonée. Eh bien, elle a reculé. Elle a reculé de 7% en 10 ans. C'est-à-dire qu'on consomme de moins en moins d'électricité en France, alors qu'on devrait faire exactement l'inverse. À quoi l'attribuez-vous ? Moi, je pense que l'effet prix est très puissant. C'est-à-dire que les Français, comme on ne le dit pas trop, mais il faut le dire, sont des gens assez rationnels. Ils regardent la facture, ils consomment moins. Et donc, le prix est un élément absolument central de la question de l'électrification des usages. Et la question, une fois que vous partez de la demande, de cette demande qui n'est plus là, derrière, vous pouvez construire une politique énergétique sur les moyens de production, mais partons du début. Et il faudrait quand même, et ça n'a pas été le cas, il faut dire, au cours des années passées, se fixer comme objectif d'avoir la politique énergétique la moins chère possible. Mais j'ai jamais entendu ce principe basique formulé tel quel. La clim, donc c'est l'électricité, et pour revenir à cette électrification, donc il y a la question de la décarbonation. En France, jusqu'à quel point est-elle décarbonée ? En France, la décarbonation de l'électricité actuellement produite, c'est fait, c'est plus un sujet. On est à 95%. 95%. On est dans le top, quand vous regardez tous les classements européens internationaux, on est dans le top 5. Enfin voilà. Donc c'est un non-sujet. Donc aujourd'hui, dire par exemple que quand on utilise de l'électricité, c'est pas bien pour le climat en France, c'est faux, c'est tout simplement faux. Donc ça, c'est un sujet. La question aujourd'hui n'est plus celle-ci en France. C'est comment, à partir du moment où en France on est plutôt très bien, tout à fait capable de décarboner l'électricité, aujourd'hui, il faut étendre les usages d'électricité. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui avec des énergies fossiles, et ça c'est 73% de notre consommation d'énergie, il faudrait pas le faire entièrement à l'électricité, mais beaucoup plus. Vous voyez, l'électricité, c'est 27% de notre consommation d'énergie finale. 73% de notre consommation électrique est encore de l'énergie fossile. Non, la consommation électrique, elle est décarbonée. Mais l'électricité, ça n'est que 27% de l'énergie que vous consommez. Quand vous prenez votre voiture, 73% de notre consommation d'énergie aujourd'hui est encore de l'énergie fossile. Et il faudrait arriver à 100%. Non, l'objectif des politiques de neutralité carbone, ça c'est la France et c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit. Globalement, il faut arriver à 50 à 60% d'électricité dans le mix énergétique mondial. Après, selon les pays, vous avez des stratégies différentes. Et la France est sur une sortie du fossile. Pour la France, il faut doubler en tous les cas. Sachant que on a progressé de 3-4 points en 10 ans. Donc on n'est pas. Ce travail-là, on ne le fait pas. C'est sur ça que devrait porter le débat. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a eu pas mal de discours autour des aides à faible émission, à la fois dans l'opposition et également dans la promotion. Est-ce que les promoteurs des ZFE sont aussi prolixes sur les questions de santé publique qui sont liées à la canicule ? Moi, je trouve ça assez étonnant que dans le cas des ZFE, on a invoqué effectivement un argument de santé publique, à savoir ce chiffre qui revenait tout le temps de 48 000 morts par an en France dus aux émissions de particules fines à cause des véhicules. Alors ce chiffre déjà, il est largement démenti. Il est le fruit d'une étude officielle de 2016. Il a des hypothèses de départ assez étonnantes. Et puis, il y avait une
fourchette de 17 000 à 73 000 morts, puis on a pris au milieu. Donc c'est un chiffre qui n'est pas non plus vérifié par les comparaisons internationales. Donc dans ce cas-là, on a pris un chiffre et puis on l'a rabâché. Il ne correspond pas à grand-chose. En revanche, sur la question effectivement des effets des canicules, et on a rappelé quels effets peuvent avoir les canicules sur la mortalité des plus fragiles, là, le sujet n'est pas du tout abordé. Donc c'est une approche totalement très théologique, politique en fait de ces sujets. Et moi, aujourd'hui, quand j'entends des politiques dire « écoutez la science », ça veut dire généralement qu'ils vont aller picorer un chiffre qui les arrange parce qu'ils rentrent dans leur narratif. Exactement. On est à fond dans le biais de confirmation. Donc plus de climatisation, ça ne sera pas plus de carbonisation, et plus d'électrification, c'est ce que vous nous dites, Cécile Maisonneuve. Merci beaucoup, j'en profite pour signaler d'ailleurs votre note très intéressante qui a retrouvé sur le site de la Fondapol qui s'appelle « Pour un nouvel ordre énergétique européen ». Merci beaucoup. Merci.